Iyamotep, Ankh Ouja Seneb. Beka Nefer, bienvenue à tous ceux qui nous suivent, bonjour et j'espère que vous passez une très très bonne journée. Mbot Nabino, Matondo, Matondo, Matondo Mingi. Aujourd'hui, nous sommes avec Baba Kinkela, Amasu Baba Kinkela Wamazulu, Toi, Wencher. toi Wancha. Et aujourd'hui, nous avons une émission qui est très particulière. Donc, on vient parler d'un sujet qui nous touche personnellement, mais qui est aussi un sujet qui vraiment touche notre ancestralité, mais qu'on peut regarder et qu'on peut vraiment étudier avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Amasu Baba Kinkela, Wamazulu, qui va nous donner son exposition et ensuite, je vais lui poser quelques questions. Donc, j'espère que vous êtes prêts et Amasu Baba, à toi la parole. Toi, Wencher, avant de commencer, je vais saluer tout le monde, tous les fils, disons, tous les fils de la nation Congo, les Sudites, le sujet de la nation Congo, défini par tromperie les citoyens d'une soi-disant République démocratique dite Congo. Et à ce sujet ancestral, je salue Kokolobola qui, disons, est derrière moi dans la continuation de ce travail parce que sans son insistance, c'est quelque chose c'est un travail que sincèrement, je ne ferai pas, sincèrement. Je ne sais parce que Lobola Ilondo insiste, il m'appelle chaque fois et pose des questions et qui nous porte dans une conversation qui, à la fin, aboutit à ces émissions ici. Avant de commencer, cette émission s'inscrit dans le titre de la dernière émission que nous avons eue, où nous avons mis en confrontation dans un premier degré la monarchie et la démocratie. Et avant de rentrer dans la besogne, dans cette seconde exposition, nous allons en avoir plusieurs, toujours traitant de la démocratie en confrontation avec la monarchie. Je vais commencer par répondre à certaines questions que j'ai reçues directement sur sur ma ligne WhatsApp et qui d'une certaine manière m'ont donné un peu de tristesse parce que bon, je vais pas rentrer dans une balade superficielle, je vais tout juste aller dans le but. Alors, dans un premier temps, je ne suis pas musulman et il est très décevant, ok? Parce que les personnes de qui j'ai eu ce genre de questions sont des personnes qui se disent intellectuelles. Des intellectuels. Et des intellectuels aujourd'hui qui ne savent pas faire la différence sous leurs propres yeux. OK? Et quand quelqu'un est habillé en cravate, en veste et cravate, OK? Cela ne signifie pas qu'il est un chrétien. OK? Quand quelqu'un est habillé en soutane blanche, cela ne signifie pas qu'il est musulman parce que les pères de l'église catholique ont eu des soutanes blanches, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Les pères de l'église catholique ont des soutanes blanches. OK? Et quand quelqu'un, aujourd'hui, tous les danseurs se mettent des pantalons, des marques hindoues. Les pantalons avec la prose basse, ce sont des pantalons de culture hindoue. Cela ne fait pas des hindous. Et ce n'est pas insultant, c'est écœurant de voir que les personnes vont faire des références d'attribution religieuse en relation avec l'accoutrement. Cela démontre ne pas avoir des connaissances assidues. Cela démontre de ne pas en réalité être un intellectuel. Parce que quand on dit un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui s'est développé dans une branche bien définie, mais c'est quelqu'un qui embrasse les savoirs dans son contexte général. Ainsi donc, je vais peut-être prendre 2 secondes de vous faire un cours sur l'accoutrement. L'accoutrement traditionnel, c'est-à-dire chemise longue, tunique, kandora, comme il peut être appelé, est l'accoutrement la plus traditionnelle dans le monde. Elle peut être faite directement en tissu, mis en taille représentant une chemise, ou différentes coupures en boutons, ou tout simplement un tissu dans lequel on met un trou, on tisse un trou au derrière, et en référence, quand vous regardez les films occidentaux représentant la figure de Jésus, il est en tunique, il n'est pas en pantalon, si je ne me trompe pas. Et je ne vois personne qui n'a jamais fait cette allusion avec, soi-disant, être musulman. Sinon, si mettre une tunique blanche fait de quelqu'un un musulman, c'est-à-dire, dans la Bible, vous avez tous des musulmans. Des musulmans, parce qu'ils sont tous en tunique. OK. Les tenues mis par Baba Kinke, Amasu Baba Kinke, là, représentent la culture couche Kamit Congo. Et j'espère que je ne reviendrai plus là-dessus, notamment parce que les tuniques, je
je fais ce travail depuis des années et il est écœurant de voir qu'on n'a pas les soucis, on n'a pas à cœur la connaissance. On a à cœur la diatribe, on a à cœur la polémique, on a à cœur les mépris et les disputes. Parce que quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui dit quelque chose, la première chose, ce n'est pas les degrés d'intellectualisme, mais plutôt les bonnes manières vous demandent, pas vous exigent, vous demandent de faire un peu de recherche sur la personne. Absolument. Qui est le nom de la personne, qu'est-ce qu'il fait, et voilà. Et puis, sur base des connaissances, vous allez peut-être vous lancer vers une confrontation, une question, ainsi de suite. Mais là, je constate de part des personnes qui se disent intellectuelles un degré d'ignorance platéale, c'est-à-dire on réagit émotionnellement des choses sans une base de connaissances, sans une base de recherche, et cela réellement, c'est attristant. Et deuxième point, la personne qui m'écrit fait une confrontation de type religieuse, ok, et traite les religions africaines des, comment on dit, fétichistes, ok. Et cela est encore plus écœurant parce que les personnes qui m'ont écrit, selon les profils que j'ai, leurs profils que j'ai vus sur WhatsApp, ce sont des professionnels. C'est-à-dire, on parle des médecins, des avocats, c'est-à-dire des personnes qui ont franchi le niveau d'études, d'autant plus que les études ont été faites en langue française, avec un certain élevé. Mais voilà, ces personnes, bien, malgré leur niveau d'études, n'ont jamais eu le temps de réfléchir de leur propre main. L'intellectualisme qui se veut être la répétition d'une pensée imposée ou indoctrinée, n'est pas un intellectualisme en fait. Un intellectuel, dans un premier temps, est un philosophe. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de la pensée. Et la pensée dite philosophique est inspirée de sa propre culture, et par conséquent de sa propre langue. On ne peut pas se définir intellectuel dans une langue, comment l'on dit, en prêt. On ne peut pas être un intellectuel en prêt. Tout intellectuel. Quand on n'a pas la maîtrise de la langue. Non. Comment on dit, emprunter, en louer, renting. Tu ne peux pas te définir intellectuel sur base d'une culture définie dans les paramètres d'une langue en location. Wow. L'intellectualisme est un paramètre avant tout philosophique. La philosophie, philos, signifie amour. Sophia, sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse et défini par nécessité les premiers paramètres de l'intellectualisme. Qui, étant philosophique, ok, se regroupe ou se manifeste dans l'ensemble, dans un ensemble référentiel culturel, linguistique, écriture. Voilà cette critique qui dit les religions africaines d'être fétichistes. Alors, ce qui m'étonne et qui rend que vous n'avez jamais eu le temps, et je m'adresse personnellement à ces détracteurs, n'avez jamais eu le temps d'aller vérifier un dictionnaire malgré vos niveaux d'études soi-disant. Parce que les mots fétiches, allez consulter votre dictionnaire Larousse, j'en ai un ici, vous pouvez aller voir le vôtre, aller consulter. Les mots fétiches signifient tout instrument en métal ou en bois travaillé sur lequel l'on repose ou l'on attribue une quelconque valeur religieuse ou un pouvoir spirituel. C'est-à-dire, c'est quoi? Un objet qui a été travaillé, tout objet qui a été travaillé, c'est-à-dire modifié, et de cet objet est attribué une valeur spirituelle, pardon, excusez-moi, une valeur religieuse, où on l'y reconnaît un certain pouvoir spirituel, est un fétiche. De par conséquent, toutes les religions aujourd'hui, peut-être certaines religions n'ont pas cette représentation, sont fétichistes. La croix christianique est un fétiche. Le chapelet est un fétiche. Dans toutes les religions, ont des chapelets. Ok? Toutes les religions du monde ont les chapelets. Et on reconnaît à cet objet
la capacité de pouvoir permettre de rentrer en transe ou de calmer la personne en vain de pouvoir manifester ses capacités spirituelles. Et c'est là un fétiche. Et il n'y a pas de différence entre celui qui prie sous la croix de Jésus ou celui qui est en train de se courber ou de se rapporter à sa statuette de bois. Ce sont tous des fétiches. Et il est hilarant de constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 2021, de tels raisonnements ne sont pas encore maturés. Pourquoi? Parce qu'on est en train de répéter une pensée coloniale une pensée coloniale insultiste. La colonisation vient avec le dénigrement des cultures qu'on veut coloniser. Et de par conséquent, on utilise à peu près les langages. On dit que les cultures africaines sont fétichistes. À ce moment-là, le mot fétiche devient un terme dénigratoire. Mais en réalité, le terme fétiche en tant que terme dénigratoire ne s'emploie pas dans le cadre de la littérature française ou de la linguistique française. Mais il s'applique dans le cadre de la littérature coloniale. Donc, en notre cas, si c'est un musicien qui utilise ça, on peut le pardonner. Mais quand c'est un professionnel, ça devient une faute grave, en fait. C'est une faute grave pour tout le monde. La même vaut pour les termes qu'on dit souvent à Kinshasa, Ndumba. Oh, yeah. Ça, quand on dit Ndumba en français, en Lingala, ça signifie prostituée. Alors, depuis que la colonisation finit, depuis que le Congo atteint son indépendance, les intellectuels congolais n'ont jamais été en mesure, n'ont pas encore été en mesure de remettre à cette langue qu'ils se disent leur, sa propre dignité. Parce que le terme Ndumba signifie jeune fille. Ndumba signifie jeune. Dans la conception coloniale, c'est lui qui vient en colonisation veut rabaisser. Et de par conséquent, toute femme appartenant au territoire colonisé qui n'est pas mariée est une prostituée, c'est-à-dire les colons s'octroient les pouvoirs de pouvoir la prendre quand il veut. Et de par conséquent, il devient prostitué. Alors, il s'est créé un dénigrement aussi de la perception, tout comme de la locution de la langue lingala de cette époque-là, qui faisait part du dénigrement, du processus de dénigrement intellectuel congolais. Mais encore aujourd'hui, les intellectuels congolais n'ont jamais été en mesure de redonner la dignité et la fierté volée à cette langue, au point où encore aujourd'hui, on traite des Ndumba, une prostituée, tout en ne réalisant pas qu'en faisant cela, en fait, on est en train de traiter de toute la jeunesse congolaise, des femmes non mariées, comme prostituées. Il n'y a pas encore cette souplesse intellectuelle. C'est une insulte pour la famille, pour tout le monde, c'est une insulte culturelle, c'est un dénigrement culturel. Et la classe intellectuelle congolaise n'a pas de souplesse, n'a pas encore acquis n'importe quelle souplesse pour pouvoir réagir à ces problèmes-là, redonner cette crédibilité-là. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas des intellectuels congolais. Il existe les intellectuels coloniaux de la France, disons de la Belgique Congo, de la France Congo, c'est-à-dire des personnes qui véhiculent la pensée intellectuelle coloniale avec ses expressions, avec ses calibrations, avec son orgueil, avec l'arrogance proprement dite coloniale qui est celui du soubassement, de domination et de la destruction de la perception, même allant à la perception de la culture congolaise. Et cela se plonge dans les récits de religieux. La personne continue en disant que non, Baba Kinke, la voilà, il faut retourner à Jésus. Je veux vous inviter, ce sont les études que nous avons. Vous pouvez aller chercher le livre Marlo Belougne, l'Ancien et le Nouveau Testament, les livres sans Dieu. Il existe une littérature énorme, abondante. Ok? Apprenez à vous informer. Okay? Il existe une littérature de recherche abondante. Il n'y a pas de création de la Bible. La Genèse nous raconte une autre histoire. Marlo Beligno est un personnage édifiant qui a travaillé pendant longtemps au sein de l'Église catholique même, au sein du Vatican pour dire. Il a ressort parce qu'il rencontre des contradictions énormes au sujet de la Bible. Et il a écrit une littérature entière. La Bible n'est pas un livre sacré. Ok? Prenez note. Prenez à vous informer afin que vous puissiez débattre
en tant qu'intellectuel. Parce que vous ne pouvez pas vous limiter de vous définir intellectuel. Même si nous acceptons sur votre philosophie, votre appartenance à quelconque littérature française, mais la vôtre est très limitée, très limitée. Le Dieu de la Bible vient des étoiles, de la traduction littéraire des codex hébraïques initiaux. Vous pouvez lire. Okay? C'est-à-dire, on doit, quand on vient à faire une conversation, un débat, il faut se préparer. Il ne faut pas être les détraqueurs, des attraqueurs, c'est-à-dire des représentants illégitimes d'une culture de laquelle vous n'appartenez même pas. Et on ne vous compte même pas dans la Vous n'êtes pas compté. Et vous parlez de liberté. Voilà. Ceci dit, nous allons rentrer rapidement dans le sujet en parlant de la démocratie et de la royauté. Avant de passer, j'allais souligner que pour ceux qui se posent la question ou qui ne savent pas se procurer ces livres-là, je pense Baba Kinkela, il y a 2 ans d'ici, si je ne me trompe pas, il a fait des émissions extensives à parler de ces sujets, à parler des livres de Marlo Benigno, à parler même des références bibliques, au fait, et donc on a même fait une étude biblique, si je me rappelle bien. Absolument, on peut prendre n'importe quel terme. Je vais prendre un livre, une page au hasard, ok? Comme ça, sans pour autant me fermer, voilà. Que nous sommes autour de quel verset ici, pour être un peu plus, Ézéchiel 20-25, ok? J'ai leur donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Ça, c'est Elohim, Dieu qui parle. Je leur donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Quand ils faisaient passer par le feu tous les premiers-nés, je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis éternel. Ça, c'est Yahweh qui est en train de parler. Okay? Avant cela, toujours dans la même relation, si je peux trouver quelque chose, Exode 22, de 29 à 30. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me les donneras. Si vous posez des questions sur la destination de cet enfant, en fait, il est dit dans Exode 13, 12. Moïse rappelle aux Israélites, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Dans l'Exode 13, 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tous les premiers-nés. Parce que dans les films dont on a fait passer à la télévision, on voit Moïse à qui on avait imposé, je pense c'est Moïse, de tuer Abraham, de tuer son premier-né. Et puis Dieu l'avait arrêté, puis c'était fini. On n'en a plus parlé. Mais ici, dans Exode, on dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant d'hommes que des animaux, il m'appartient. Ici, on dit, vous allez être consacré à l'Éternel. Il faut savoir que le terme consacré signifie sacrifier, tuer. Et pour ceux qui poseront encore quelques questions là-dessus, en fait, Ézéchiel le confirme. Je leur donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés, consacre-moi. Ok? Il dit consacre-moi. Aujourd'hui, on nous fait penser que consacrer signifie bénir. Dans Exode 12, 13, on dit consacre-moi tout premier-né. Mais quand on va dans Ézéchiel, on dit il faisait passer par le feu tous les premiers-nés. Wow. C'était par le feu. Ceux qui ont encore des doutes, on continue encore un peu plus loin dans Ézéchiel, toujours 9, 5, 6. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Le Dieu miséricordieux qui parle. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Un peu plus haut dans dans Ésaïe 13, 16 à 18, il dit, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens. Et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles. Leur œil n'épargnera point des enfants. Ok?
Ça, c'est même sans entrer dans on peut dire, dans l'étude profonde. Nous ne sommes pas Ça, dans c'est l'étude écrit profonde. comme c'est Ok, écrit. c'est Ça, on écrit lit comme c'est écrit. Et mais je ne sais pas quoi dire dedans. Et je ne vais pas. Je vous dis, apprenez à comprendre la science, à étudier. Quand vous devez défendre des idées, prenez le temps de vous informer. Le monde est en train d'échanger, échanger rapidement. Les informations que jadis hier n'étaient pas disponibles, aujourd'hui sont disponibles. C'est ainsi que les mensonges d'hier ont été découverts aujourd'hui. Absolument. Les mensonges d'hier ont été découverts aujourd'hui parce que hier, nous n'avons pas accès à certaines des recherches. L'égyptologie était complètement confisquée par l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, elle est du domaine public. Nous avons des études comme la thermodynamique, nous avons l'anthropologie, nous avons les recherches linguistiques, nous avons plusieurs domaines de recherche qui ont remis en question les vérités affirmées des églises, comment révélées, qui aujourd'hui se sont révélées fausses. Ceci dit, cette fausseté qui avait caractérisé notre monde ne se limite pas seulement à la religion. Elle va dans tout. C'est ainsi qu'une fausse histoire vous avait été racontée. L'histoire qui vous a été racontée, c'est l'histoire de la démocratie, parce que la démocratie vous a été présentée comme un régime de liberté. Ok? Mais attention, la liberté, depuis le monde ancien, est liée au droit de propriété. Un homme libre est un homme qui a les contrôles parfaits ou la souveraineté sur ses propres biens. Qu'est-ce que signifie souveraineté sur les propres biens? Cela signifie que vous ne pouvez pas être taxé sur vos propres biens. Du moment où vos biens sont taxés, et cette taxation n'est pas volontaire, vous n'êtes pas libre. À l'opposé des systèmes démocratiques, et je vais rentrer dans les faits historiques, nous allons prendre à l'autre côté le système arabe qui est celui de la dîme. Okay? Les Arabes payent la zakat. Okay, ou la dîme, c'est-à-dire, la zakat est comme une taxe volontaire. Elle n'est pas obligatoire. Là, c'est-à-dire, la personne accepte, est convaincue, ou pour amour de son territoire, amour de son royaume, à payer cette somme-là qui correspond aux 10% de ses revenus. L'Arabe est un homme libre. Parce qu'il a plein de propriétés de ses biens. Et ces biens, ok, ne peuvent lui être privés par personne. Pas personne, en fait. S'il existe des émirs ou des rois dans les territoires arabes, tout individu possédant des biens matériels est roi de ses propres biens matériels. Il n'y a aucune autorité qui peut lui en priver. Ces régimes-là, comme je dis, je l'affirme, de par ma compréhension, les monarchies arabes sont les survivants d'une destruction du monde monarchique qui a porté au malheur que nous avons aujourd'hui. Et cette destruction commença avec la Révolution française et s'acheva avec la fin de la Première Guerre mondiale en 1919. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, sans pour autant que vous commenciez à vous poser plusieurs questions, le monde démocratique, la démocratie est votée sur une parité dite de 49 plus 50 plus 1 sur 49. Ok, non? Nous avons été enseignés et très mal enseignés à l'école que la démocratie, c'est la liberté. La démocratie n'est pas synonyme de la liberté. La démocratie signifie il y a 51 personnes qui sont plus fortes que 49. Mais les 49 sont là. Pendant que nous, à l'école, nous avons appris que l'Europe était un monde démocratique. Non, l'Europe n'a jamais été un monde démocratique. Le monde a été un monde monarchique vaincu par la démocratie. Et même aujourd'hui, la démocratie occidentale ne représente que les 50 plus 1 personne. 49% de la population occidentale n'est pas démocratique. En fait, ils votent contre la démocratie. Les 49% votent contre la démocratie. Et nous ne pouvons pas dire que la démocratie est un système égalitaire du moment où il ignore les voix de la moitié moins 1 de sa propre population. Il ne s'agit pas de la totalité moins 1. Non, il s'agit de la moitié moins 1 de la population qui est ignorée dans un système défini égalitaire. Cette pensée a été richement argumentée depuis très longtemps.
Mais des fois, c'est même, si je peux entrecouper rapidement, mais des fois, c'est même pire que ça, parce que justement, quand on a les candidats à l'élection, vous pouvez avoir, par exemple, 4 candidats qui se présentent, et donc, celui qui gagne, c'est celui qui a la majorité. Mais en réalité, il n'aura pas la majorité sur 50%, il aura peut-être 30, 35, et les autres, ils auront 10, 10, et je sais pas, d'autres pourcentages. Ce qui fait que ça devient très, très restreint. Donc, en fait, on a un 34, si on veut le dire, sur, on a, par exemple, je dirais 35 sur 65. Et après, le 65, il doit maintenant accepter les résultats de ce que les 35 ont décidé. Oui, même j'allais arriver par là à un certain moment, mais puisque tu en fais mention, dans la démocratie, ok, dans un, disons, campagne électorale, les partis politiques sont des entités privées. Ok? Des partis politiques sont des entités privées, créées par des personnes. Les partis politiques ne sont pas des entités publiques. N'importe quel privé remplissant certains paramètres voulus peut constituer un parti politique et peut gagner les élections et devenir le gouvernement, c'est-à-dire la gouvernance d'un pays, ok, peut être gagnée par un privé. La gestion politique d'un parti politique d'un pays et la gestion privée d'un pays. Vous imaginez? Maintenant, nous allons légèrement rentrer en compétence qui pouvoir... Quel pouvoir a un gouvernement? Les gouvernements ont le pouvoir que les monarques féodaux n'avaient pas. La première étape de la manifestation du pouvoir, c'est ce que nous appelons l'aristocratie féodale. De l'aristocratie féodale, nous allons passer dans un processus de destruction. Parce que, disons, l'aristocratie féodale, représentée par les rois féodaux, ok, devait respecter 3 principes. 1. Il n'était pas au-dessus de la loi. 2. Il n'était pas le juge suprême. 3. Il ne pouvait pas faire des lois. En fait, le roi féodal était là pour garantir que de nouvelles lois ne soient pas fermées, ne soient pas créées. Les lois qui devaient être respectées parce que le roi féodal était les garants d'une loi, la loi antique. Et je vais vous étonner, c'était quoi la grande antique? La loi antique était le respect des droits de propriété. Wow. Les rois féodaux étaient les garants du respect des droits de propriété. Le roi féodal était là pour garantir que ce qui est à toi, même s'il s'agit d'un grain, restera à toi. Alors, l'argument qui a été utilisé par la démocratie pour détruire les royautés féodales est celui de dire que dans la royauté féodale, il y avait des classes, des castes. OK? Et que quand on était né pauvre, on devait rester pauvre. En réalité, ici, l'accent est mis du mauvais côté. On met l'accent sur le cadre du pouvoir. Non, l'accent ne doit pas être mis sur le cadre du pouvoir. L'accent doit être mis sur la propriété, les droits de propriété. Parce que la question qui porte à l'établissement royal ou à la démocratique, c'est les droits de propriété. Dans la royauté féodale, nous avons les droits de propriété. Dans la démocratie, nous n'avons aucun. Nous allons voir ces processus. Rentrons dans la royauté féodale. Le roi est garant de droits de propriété. C'est-à-dire, les 1 centime que tu as est à toi. Il n'y a personne qui peut venir s'arroger et te dire des droits de propriété. 2. La loi ne se payait pas. Quand on avait un problème, parce que c'est un des grands problèmes qui porte à la coalition des hommes, c'est-à-dire les conflits, la résolution des conflits, on allait voir les rois. Et le roi jugeait, qui devenait maintenant juge en fonction de la loi antique. Okay? Par exemple, un des plus grands conflits était toujours les droits de propriété. Quand quelqu'un devait contester un propriétaire présent de son droit de propriété, il devait démontrer d'avoir un droit de propriété, un document sur le même bien, prédatant celle qui existe. Okay? En cela, il n'y avait pas, sinon il n'y avait pas de possibilité. Et cette démarche légale était assurée par les rois ou les notables en question faisant partie de l'aristocratie gratuitement. Aujourd'hui, il faut aller voir un avocat. OK? Il faut aller voir un avocat, mais aujourd'hui, ce sont des millions de dollars qui sortent là. OK? Avant, cela a été assuré. L'aristocratie en pouvoir, OK, avait le devoir
de servir d'arbitre dans la contestation de droits de propriété de manière gratuite. Et il devait faire cela en mérite de la loi ancestrale. Quand on sort des... nous avons les mécanismes par lesquels ont été, et ces changements ils sont arrivés, seront expliqués la prochaine fois. De l'aristocratie féodale, on va rentrer dans l'aristocratie absolue. Le monarque a écarté la dynastie et devient le roi. Lui seul, l'empereur. Et c'est généralement de cette phase dont on nous parle. Dans cette phase-là, également, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe les droits de propriété de l'aristocratie. Il s'octroie les droits de taxer, ok? Mais n'est pas au-dessus de la loi. Il ne peut pas faire des lois. Après cela, le pouvoir va passer du roi absolu à ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle, constituée des intellectuels et d'une partie de l'aristocratie. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans la monarchie constitutionnelle, il y a une figure qui va naître et rentrer en exercice. Pour beaucoup de gens, c'est l'expression de la justice, mais c'est le contraire. C'est la constitution. La constitution donne au roi et au parlement des pouvoirs qui, dans les temps, ne pouvaient pas exister. Quels soient les pouvoirs que la constitution donne la constitution donne au roi et au parlement? La séparation des pouvoirs, déjà. Non, le pouvoir devient... La constitution est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, c'est lui qui représente la constitution et aussi au-dessus de la loi. Le roi et le parlement deviennent des membres au-dessus de la loi. Ce qui n'avait jamais existé dans la monarchie féodale. 2. Le monopole de la loi. Le roi, en vertu de la constitution, devient lui le représentant de la loi. Il est lui la loi. Il peut modifier chaque loi à n'importe quand. Chose que le roi féodal ne pouvait pas le faire. Ni même le roi, les monarques absolus ne pouvaient pas le faire. 3. Il peut faire les lois. Il peut créer des lois. C'est à ce moment-là que les intellectuels vont s'accaparer, avec les rois, la possibilité de faire les lois comme vous voulez. Dans la monarchie féodale, vous pouvez aller en procès contre les rois. Dans le système démocratique et dans la monarchie constitutionnelle, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils font la loi. Une fois que cette étape-là avait été faite, il était simple. Comme l'aristocratie avait été renversée, le roi lui-même était un membre de l'aristocratie, non? D'abord, on s'est servi du roi pour renverser l'aristocratie soi-même. Le roi était devenu seul. Mais après lui avoir créé pris les pouvoirs d'entre les mains du roi, mais dans un document qu'on appelle constitution, il fallait tout simplement se débarrasser du roi. Et cet événement-là va entrer en vigueur avec la prise de Bastille. La prise de Bastille va être le premier point où le roi est dépourvu de son pouvoir et que les documents constitutionnels entrent entre les mains d'un pouvoir dit démocratique. Ou républicains, ce sont les mêmes. Les démocratiques, ce sont tous les démocratiques. La démocratie, qu'est-ce qu'elle fait? La démocratie prend les pouvoirs entièrement et les fait sortir d'un contexte choisi pour les rendre publics. Pardon, il fait sortir les pouvoirs du contexte public pour les rendre privés. Ce processus commençant avec la prise de la Bastille, elle va évoluer jusqu'à ce que nous arrivons en 1919. Qu'est-ce qui se passe en 1919? En 1919, une dispute territoriale s'engage entre, d'un côté, l'Empire Autriche-Hongrie, l'Allemagne, contre la France, qui était république, l'Angleterre, qui est une fausse royauté, et la Russie. Les États-Unis étant une république déjà à l'époque, ça signifie quoi une république? Une république, est un système de gestion démocratique qui garantit l'accès au pouvoir aux brigands. La démocratie garantit l'accès au pouvoir aux brigands. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que Baba est en train de dire? Très simple. Dans le modèle monarchique, la monarchie est très sélective.
Les membres de l'élite monarchique, pas toute la monarchie fait partie de l'élite, du pouvoir. On parle de l'élite monarchique. L'élite monarchique sont des personnes bien cultivées, bien informées. L'élite monarchique est les principes même de la civilisation, de l'évolution, du progrès. Pourquoi? Parce que pour comprendre l'emphase entre la monarchie et la démocratie, il faut faire référence, comme le dit l'écrivain du livre en question ici, hein, Hermann Hoppe. Il faut faire la différence entre quand vous prenez une louez une maison. Quand vous louez une maison, combien de votre argent êtes-vous disponible à utiliser pour embellir cette maison-là? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Combien de votre argent êtes-vous disponible à utiliser pour embellir une maison de propriété? Beaucoup. Parce que vous voulez que votre maison prenne de la valeur. Vous ne voulez pas que votre maison en location prenne de la valeur. En fait, le roi féodal, vu qu'il a propriété directe, parce que là, c'est les droits de propriété toujours. Le roi a propriété directe et absolue sur le territoire, qui est par conséquent un héritage qu'il lègue à sa postérité. Il est plus investi à pouvoir l'embellir, à augmenter sa valeur. Et comment le roi fait pour augmenter la valeur de son territoire? En annulant les taxes. Comment? En annulant les taxes, ok? L'annulement du taxe signifie, l'annulement du taxe ou l'abaissement du taxe signifie le respect des droits de propriété. Quand les personnes ou les investisseurs savent que leur droit de propriété est respecté, ils vont être poussés à investir plus. Et le capital par maison augmentant, le pays devient de valeur. En fait, les princes qui prennent au pouvoir bénéficient, héritent d'un pays qui est riche. Et donc, son pouvoir est plus grand. Le pouvoir d'un roi est représenté par la richesse du pays. La richesse du pays est représentée par les unités de production, la production du pays. Quand on introduit la taxation, qu'est-ce que cela signifie? Les gens sont moins en train d'investir parce que plus on investit, plus on paye. On paye une taxe d'investissement et on paye une taxe sur les utiles, sur les bénéfices. Donc, les gens investissent moins et par conséquent, le pays va perdre des pouvoirs. Et donc, c'est là que se joue léger. La monarchie a intérêt à tenir les tasses basses. En l'occurrence, comme en Angleterre, tout de même. Okay? On tient les tasses basses de manière à ce que les gens investissent dans le pays et les valeurs générales du pays augmentent. Quand on rentre dans le système, dans la démarche, je disais ici démocratique, dans la démocratie, comme je disais, on assure l'accès au pouvoir aux brigands. La démocratie, tout en assurant l'accès aux brigands, ok, est comme une maison qu'on est en train de louer. On a un temps court. Et la nature humaine veut qu'on puisse se servir le plus tôt possible. Et le gouvernement qui rentre en place, pire, il a les droits, il est au-dessus de la loi parce qu'il est le gouverneur. En référence, ceux qui ne le pensent pas, vous n'avez voir que la démarche de Macron en France, ok, chaque fois qu'il était arrêté devant le Parlement, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une loi, ok, où il utilisait des lois qui ne pouvaient pas être arrêtées. C'est-à-dire, il a pleine légitimité d'utiliser la loi comme il veut. Au-dessus de la loi, c'est être au-dessus de la loi. C'est-à-dire être en mesure de manipuler la loi. On a Berlusconi et on a aussi vu avec Trump aussi. Oui, tous les pouvoirs américains. Tous les pouvoirs, Et deux, il est le seul juge. C'est-à-dire, le gouvernement décide. Il décide de tout. C'est que si le gouvernement décide de te mettre en prison pendant 500, c'est ça. Si le gouvernement te condamne à mort, on te tue. Si le gouvernement décide qu'on doit prendre, exécuter, confisquer tout est bien, on le fait. Il a les droits, il est le dernier juge. Il n'est pas appellable. 3, il peut faire les lois. Vous imaginez, tous ces lois, tous ces pouvoirs-là étaient interdits à la monarchie. En fait, l'existence même de la monarchie était pour maintenir cette interdiction. Le roi devait garantir de son vivant. La monarchie devait être garantie que ces 3 paramètres-là pouvaient être violés. Et la monarchie est un sujet public. La démocratie prend ces 3 pouvoirs, les met entre les mains d'un privé. Temporaire, une personne qui ne sera pas demain. Wow. Maintenant, les gens vont se tenir à Kinshasa, comment les ministres volent de l'argent, comment quelqu'un
comme je me souviens, c'est Tata Pognon qui avait été je ne me souviens pas du nom, qui avait été arrêté à Kinshasa pour détournement des millions de dollars. Il est allé en prison, condamné dès qu'il sort. Et puis, il est nommé ministre, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Les gens sont étonnés. Mais ça, c'est la démocratie. Parce que la démocratie garantit l'accès au pouvoir aux brigands. Et les gens vont dire, mais pourquoi aux États-Unis, on ne détourne pas l'argent? Attention. La différence est que, à Kinshasa, on détourne votre argent. À vous. Aux États-Unis, on détourne l'argent de vos enfants et de vos petits-enfants. En fait, dans les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Et en Europe, dans les systèmes démocratiques, on imprime de l'argent sans couverture. L'argent ne peut être imprimé que sous couverture de l'or. C'est-à-dire, je dois être en mesure de prendre la somme de l'argent, mais présenter dans une banque pour dire que cet argent a valeur, doit, disons, représenter l'or. Je vous donne la monnaie, donnez-moi la correspondance en or. Aux États-Unis, cela avait été changé avec les dollars qui ne représentent plus rien. C'est-à-dire, les dollars est imprimé, les francs, les euros est imprimé, parce que généralement, on ne parle que du dollar, mais on oublie l'euro. Où est la couverture en dehors de l'euro? Où est la couverture en or de l'euro? Il n'y en a pas. OK? C'est-à-dire, l'euro est imprimé sur base de la dette pour les générations futures. Pourquoi aujourd'hui en Europe, il y a autant de souffrances? Parce que durant le boom économique des années 70, des années 70, qu'est-ce qui s'est fait? On a imprimé de l'argent sur les dos des générations des années 2000. Et sur les années de l'âge, on est en train de produire de l'argent, c'est-à-dire on vole dans le futur. Pendant qu'en Afrique, on reste là parce qu'on vole dans les présents. C'est la différence, ce sont tous des voleurs, parce que c'est ça les systèmes démocratiques. Et quand vous regardez un autre livre, ici, nous avons ici, toujours par Hernan Hoppe, From Aristocracy to Monarchy to Democracy. So, depuis l'aristocratie à la monarchie et à la démocratie. L'aristocratie, c'est quand le monarque est dirigé dans la famille aristocratique, ce qu'on appelle la dynastie. Et puis nous avons la monarchie. Nous avons parlé ici de la monarchie, disons, absolue et de la monarchie constitutionnelle pour arriver à la démocratie. Eh bien, quand la monarchie avait été, disons, quand la démocratie avait été lancée en 1919, il y a des penseurs qui avaient fait des prédictions. Ils avaient dit que la démocratie allait nous conduire à un désastre du point de vue humain. Pourquoi? Parce que la démocratie est même contre les processus culturels. L'avancement culturel. Pourquoi? Très simple, parce que la culture, quand on dit la culture, la civilisation, l'avancement civilisatoire vient de la culture. Civilisation civile. Civile vient de culture. Quels sont les principes culturels? Les principes culturels veulent que l'on puisse, ce qu'on appelle l'exploitation temporale. Se sacrifier aujourd'hui pour bénéficier demain. En fait, l'homme civilisé se tourne, contrairement à l'homme de la sauvage, qui s'y vivait que de la chasse. Il n'y a aucune richesse dans la chasse. On tue, et puis c'est bon. Il n'y a rien qui garantit un demain dans la chasse. Vous ne savez pas si demain vous allez trouver des animaux. Ça, c'est l'homme sauvage. L'homme civilisé, c'est différent de l'homme sauvage, non par ses habits ou par la langue qu'il parle. L'homme civilisé se distingue de l'homme sauvage parce qu'il comprend l'utilité de l'agriculture. La civilisation, donc l'intellect, la manifestation de l'intellect est en rapport avec l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'homme civilisé réalise qu'en se sacrifiant sur la terre, demain, il obtient plus. La terre était capable de lui donner plus, ce que la chasse ne pouvait pas lui garantir. Donc, naît à ce moment-là la marche civilisatrice. Cette démarche à travers laquelle on travaille pour obtenir plus. OK? Contrairement à la démocratie où on vit selon les principes de la dette. C'est-à-dire, on mange aujourd'hui pour souffrir demain. Et ça, c'est un principe complètement démocratique. On le voit évoluer partout maintenant aujourd'hui. Partout. Et il faut savoir que nous sommes en 1910, nous allons rentrer en 1919. En 1919, il y a un conflit territorial entre, comme je disais, l'Autriche-Hongrie avec l'Allemagne contre les tsars de l'URSS, la France qui est une république, et l'Angleterre.
À cette époque-là, en France, il y avait une république comme que la France et la Suisse. Par après, le Portugal va suivre par après. Ces conflits territoriaux qui n'auraient porté que quelques centaines de morts, et après les royaumes se seraient retrouvés un point d'accord, comme vous avez toujours fait depuis longtemps, va devenir une tragédie humaine par l'entrée dans la guerre des États-Unis. Alors, pourquoi les Américains rentrent en guerre? Les Américains rentrent en guerre, ok, pour continuer ce qu'ils avaient fait, parce qu'il faut savoir que la Révolution française, ceux qui ont été à la base de la Révolution française se sont transférés aux États-Unis dedans et ils ont porté les symboles de la statue de la liberté. La statue de la liberté est un symbole maçonnique. La symbole maçonnique qui veut renverser l'autorité monarchique. Ils ont trouvé l'opportunité de revenir en Europe pour venir finir leur travail. Après avoir renversé la monarchie européenne et française, la monarchie la plus puissante en Europe, c'était la monarchie Autriche-Hongrie. Et ils utilisent cette opportunité-là pour venir finir la monarchie Autriche-Hongrie en utilisant les armes européennes. Et à partir de ces moments-là, à partir de cette guerre-là, que la catastrophe commence. Parce qu'à partir, en 1919, maintenant, la guerre commence à 14. En 1919, maintenant, la démocratie va prendre le dessus. Et les grands philosophes avaient prévu que cela allait porter à une très, très, très grande destruction. Les États-Unis, donc, la Deuxième Guerre mondiale est une guerre entre la monarchie et la République, entre les présidents et les rois. Ce n'était pas une guerre du peuple. Et si les États-Unis n'étaient pas rentrés dans ces guerres-là, il n'y aurait pas eu autant de morts, d'autant plus qu'il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. La rentrée aux États-Unis en guerre et la victoire des États-Unis a porté à la décision de l'Empire anglais. Il faut voir et aller vous informer sur la richesse, le niveau de développement qu'avait l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'imposition à l'Allemagne d'abandonner sa système royal. Les royautés allemandes sont transférées avec toutes les richesses aux États-Unis pour les investir. OK? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis, avant tout, viennent en guerre avec la Russie. Mais la Russie est un système d'un tsar, impérialiste, OK? Ou monarchique, pas impérialiste, monarchique. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Après, ils vont monter la révolution bolchevique contre les Russes. La révolution bolchevique va porter à la prise au pouvoir, à la défaite de la monarchie russe. Les mouvements bolcheviques vont être à la base des millions de révolutions et de guerres dans ces parties de la monde. Mais cela ne s'arrête pas là. Toujours la démocratie a inventé non seulement la révolution bolchevique, mais aussi a inventé le socialisme, le communisme et le nazisme. Ce sont tous les enfants de la démocratie. Comme aujourd'hui, la démocratie a un nouveau enfant, le terrorisme. C'est encore toujours les enfants de la démocratie. On estime, et Hope estime, que si les États-Unis n'étaient jamais rentrés en guerre, de 14-19, cette guerre ne serait jamais arrivée à 19. Elle serait définitivement finie après quelques mois, en 1914. Et on aurait réglé les problèmes comme toujours avec quelques concessions de terre. Et tout serait été bon ami. Il n'y aurait pas eu de seconde guerre. Il n'y aurait pas eu d'évasion du Vietnam. Il n'y aurait pas eu d'évasion de l'Irak. Il n'y aurait pas eu d'évasion de Libye. Il n'y aurait pas eu toutes ces grandes guerres que nous avons connues dans le monde. En fait, bombes atomiques. La bombardement de Nagasaki et Hiroshima et Hiroshima. Et toutes ces grandes guerres-là n'auraient jamais existé. Et toute cette facture en termes de vie perdue ne serait jamais arrivé. Et tout cela, ce sont les différents enfants de la démocratie. En fait, la démocratie a pour enfants la révolution bolchevique, le nazisme, le capitalisme, le socialisme et les terrorismes sont tous les enfants de la démocratie. Parce que pourquoi? Parce que la démocratie garantit l'accès au pouvoir aux brigands. Et on a aussi le néolibéralisme. Le néolibéralisme, parce que à travers cela, nous avons la chose publique est gérée par un privé. Qui est là pour satisfaire ses propres besoins limités dans le temps. Il ne va pas rester au pouvoir pendant 20 ans. Donc, il doit s'amasser. Donc, il doit s'amasser. Il ne sera pas là durant les répercussions. Et ce que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui, spécialement en Afrique, ce n'est pas des malfonctionnements de la démocratie. C'est les bons fonctionnements même de la démocratie. Parce qu'on le voit dans beaucoup de pays, quand le gouvernement tombe, ceux qui ont amassé la richesse, des fois même on peut le confisquer. Oui.
Attention, ceux qui ont amassé de la recherche de manière normale, ok? Des personnes qui ont travaillé, leur richesse est annulée. Mais ceux qui ont pris, ceux qui ont volé les gouvernements, comme ils savent, connaissent les mécanismes, ils ont le temps de transférer leur argent à l'étranger et fuir avec. Ah, c'est comme ça que naît cet élément de fuir avec l'argent, parce que sinon, pas dans le pays. Et justement, le système démocratique, qu'est-ce qu'il fait? Parce Et c'est dans quand vous émigrez, partout. qu'est-ce qu'on vous demande? Combien d'argent venez-vous avec? Ok, combien d'argent venez-vous avec? Et vous êtes tout de suite dégradé. On vous demande pas si on vous demande si vous êtes un criminel ou pas. Combien d'argent venez-vous avec? Et on va vous couvrir. Parce que quand quelqu'un est en train de transférer l'argent, ok, des fois, on y a une contradiction du point de vue financier. L'argent n'a pas seulement une valeur financière. L'argent est aussi a une valeur tout comme étant une entité économique. L'on parle souvent de l'argent sur le point de vue financier et non sur le point de vue économique. Parce que l'argent sur le point de vue économique représente les droits de propriété. Et quand quelqu'un prend de l'argent de son pays et va avec aux États-Unis, il est en train de transférer les droits de propriété des pays locaux aux États-Unis. C'est les droits de propriété dont il est question. Parce que cet argent-là représente quelque chose. Il représente quoi? Et ces biens-là, c'est la légitimité ou le contrôle, c'est ces biens-là qui est transféré à l'étranger. Pour comprendre toutes ces thématiques, il faut faire un exercice très simple et très difficile pour certains. Arrêtez de voir les choses sur le point de vue du pouvoir. Essayez de voir les choses sur le point de vue du droit de propriété. Et dites-vous ceci. Dans n'importe quel pays où vous vous trouvez, si vous avez une taxation forcée, si vous êtes taxé sans votre consentement, ok, vous n'êtes pas un homme libre. Parce que la liberté va avec les droits de propriété. Et de la taxation, c'est la propriété. Un homme libre ne peut pas voir ses propres biens taxés sans son consentement. Là où il n'y a pas de consentement à la taxation, ok, il y a violation du droit de propriété. Et donc, la taxation sans consentement populaire ou citoyen représente une violation sur les droits de propriété dont le roi de la monarchie était garant. Qu'est-ce que c'est juste en train de dire? À ma seconde, qui est en train de dire il n'y a pas de liberté en France. Il n'y a pas de liberté aux États-Unis. Il n'y a pas de liberté en Allemagne. Il n'y a pas de liberté en Afrique. On vous avait tout simplement trompé. Si vous êtes libre, la liberté est un paramètre qui se vérifie non parce que vous avez le droit de voyager de gauche à droite. La liberté se vérifie sur votre accès et votre paramètre de déterminer, disons, votre pouvoir sur vos droits de propriété, sur vos biens. Aujourd'hui, cela a été dépassé parce que après les droits de propriété, c'est votre argent en banque qu'on est en train de viser. On veut vous arracher votre droit direct sur votre propre argent en banque. D'abord, on a commencé que vous ne pouvez plus tenir votre propre argent dans votre maison. C'est-à-dire, votre propre argent n'est plus votre propriété. C'est que le gouvernement, parce qu'il est juste pourquoi? Parce que le roi, un souverain ne pouvait jamais arriver à quelque chose de pareil. Un roi ne pouvait assurer seulement votre pleine autorité, propriété sur votre argent. Vu que le gouvernement est un privé, il veut voler. Alors, on dit que votre argent vous n'avez plus des droits à tenir votre argent qui est votre propriété personnelle, dans votre maison qui est une propriété personnelle. Il faut les mettre dans une banque qui est une propriété privée. Vous devez céder votre argent à un privé. Parce que vous n'avez plus le droit de les tenir chez vous. Ça, c'est quel genre de droit, ça? Après, maintenant, le gouvernement qui est en fait un parti politique constitué de privés veut avoir la main sur cet argent-là et décider de la prendre quand il a vu. Et comme c'est un privé qui a les droits de créer la loi, il crée les lois. En fait, vous voyez que Hoppe avait raison. La démocratie est en train de porter vers un désastre. En fait, il a produit le désastre le plus grand qu'on pouvait l'imaginer. C'est vrai que les monarchies n'étaient pas parfaites.
Mais avec les monarchies, on ne serait jamais arrivé à cela. Je vais vous dire ce qui s'est passé dans la monarchie. Dans la monarchie, si un roi devenait autruyant, méchant, mauvais, comme la monarchie était composée d'une dynastie et de l'aristocratie qui avait les devoirs. En fait, les rois représentaient la monarchie. Ils ne représentaient pas le peuple. Et donc, quand la monarchie trouvait que ces rois pouvaient accéder, on lui demandait de déposer on mettait son cousin qui était mieux. Et quand les rois faisaient fort, si le roi voulait faire la tête, dit, oh, ne faisait couper la tête par son cousin. Et on va dire, le roi est mort, 3 jours, son cousin prend la place. Et la démarche, c'est comme ça que l'aristocratie était un tampon contre les mâles. Il protégeait contre les mâles. Et il était prêt à sacrifier leur propre régent quand celui-ci se mettait contre les forces du bien. Il était sacrifié. Aujourd'hui, nous avons pris cette entité publique. Nous l'avons privatisée. Le pouvoir a été privatisé avec la démocratie. Quand vous avez un gouvernement, un parti politique qui a été élu, ce sont des individus, ce sont des privés qui sont en train de diriger votre pays avec le pouvoir d'être au-dessus de la loi, d'être les seuls juges et de faire la loi, de créer des lois. Chose qu'au monarque, au roi monarchique et féodal était complètement interdit. En fait, il était lui-même voté, mis à pouvoir pour empêcher cela. Il était là pour empêcher cela. Aujourd'hui, nous sommes au dépourvu. Et donc, quand je parle de la démocratie, comme vous pouvez en train de voir, je suis en train de parler par connaissance des choses, pas par sympathie. Et nous sommes en train de voir, dans cette première étape, comment que ces études ont été faites, ont été produites pendant très longtemps. Et ceux qui veulent avoir des informations là-dessus peuvent demander sur le titre des documents en études. OK? Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe. OK? Les dieux qui ont failli. La démocratie est un dieu qui a failli, qui a chuté. OK? C'est un très bon document d'étude que vous pouvez voir pour vous informer. Je ne sais pas si nous avons encore des questions là-dessus. Non, je pense pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va peut-être revenir avec une autre émission parce que c'est un sujet qui est très vaste. On n'a même pas encore parlé de, j'ai envie de dire, par exemple, il y a les chefferies aussi où je peux dire le chef coutumier. Parce que quand ça, c'est mieux que nous parlons cela à la deuxième partie. La prochaine fois. Parce que je sais qu'au Congo, par exemple, ou dans beaucoup de pays, quand une personne vient dans un village, il veut une terre, il demande, on lui donne la terre pour vivre avec ses enfants. Il y avait pas beaucoup de problèmes. Maintenant, les choses sont très, très compliquées. Et je pense que c'est une très, très belle introduction et c'est quelque chose que nous devons continuer en âge. Donc, Douane et Thiers pour cet enseignement. Douane et Thiers aussi parce que pour les livres, c'est très important. Chacun peut aller lire, avoir son information et aussi venir à sa conclusion. Mais c'est très important d'avoir les livres, de savoir qu'il faut aller vraiment en profondeur et étudier et donc être neutre. Mais je sais que c'est pas facile pour surtout ceux qui ont été colonisés. Les peuples colonisés sont connus d'être un peu comme des supporters d'une équipe. Mais on doit faire la part. On doit savoir est-ce que vraiment on veut se voir comme des fanatiques ou est-ce que vraiment on veut se voir comme des intellectuels. L'intellectuel, il regarde ce qui est devant lui sans émotion et il prend une conclusion qui est ce qui est devant lui. On doit être en mesure de voir ce qui est devant nous et d'arriver à des conclusions en vue, pas de nos émotions ou de ce qu'on nous a dit, mais en vue de ce qu'on voit, de ce qu'on a étudié, de ce qu'on peut lire en profondeur. Et c'est ce que je souhaite à tout un chacun, justement, de prendre cet élément-là, mais de savoir c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est pas simplement pour avoir la difficulté, mais c'est plutôt pour avoir ce questionnement, pour regarder la réalité qu'on a devant nous et de voir qu'est-ce qu'on peut donner de nouveau et qu'est-ce qu'on peut donner de meilleur. Donc, Douane et Tia Baba Kinkela pour être avec nous et Douane et Tia pour cette très, très belle introduction. Douane et Tia. En coup, Jasneb.